pensais à ça, là. On pourrait faire disparaître de l'argent dans les paradis fiscaux. Vous voulez qu'on paye moins d'impôts? En plein ça. Puis que notre argent ne revienne jamais au Québec. T'as tout compris. Le gouvernement va s'en rendre compte. Ouais. Donc, on oublie les paradis fiscaux. Je m'en occupe. Excellent. En s'assurant que chaque entreprise paie sa juste part, Revenu Québec vise à récupérer 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année. Ciel d'Afrique et pattes de gazelle, c'est pas évident de se présenter. Je suis Mimi Lépine. Je fais dans la créativité. Je peins, principalement. J'ai publié ce printemps un récit que j'ai illustré. J'adore aussi créer des jardins de vivaces. J'adore créer des plats. Voilà. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers ma mère. T'es un artiste, t'es un artiste, idéaliste. Bonjour Mimi. Des rêves, des visions. Mimi Lépine. Beau nom. Beau nom, belle tête, comme on disait à une certaine époque d'une personne qu'on interviewe. Une belle tête pour différentes raisons. Les quelques échanges qu'on a eus avant l'entrevue. Vous avez un parcours qui, moi, me fascine, un parcours que j'aime bien. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, vous avez touché à beaucoup de choses. Et j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu, pendant les premières minutes, ce cheminement-là. Vous êtes arrivé à Lille depuis quelques années. Oui, je suis à Lille depuis 2005. J'ai eu un coup de cœur pour l'île d'Orléans quand j'étais très jeune, quand j'étais adolescente, en fait, la première fois que je suis venue. Et je me suis sentie à l'aise, je me suis sentie touchée par le paysage. Et par la suite, j'ai été touchée par les habitants de l'île. Et j'ai toujours rêvé d'habiter au bord d'un fleuve ou au bord de la mer. Et je me suis sentie, quand je suis arrivée sur l'île en 2005, je me suis sentie vraiment chez moi. Et c'est là que j'ai connu les habitants de l'île et c'est là particulièrement une personne qui m'a permis d'en connaître beaucoup d'autres. Et j'ai continué à être profondément touchée. Ça m'a beaucoup alimentée sur le plan de la peinture, de la création artistique. Et ça m'a aussi alimentée au niveau de l'écriture. Donc, c'est pour moi un lieu de... En fait, quand je suis arrivée sur l'île en 2005, j'ai eu le sentiment profond que j'avais trouvé ma place sur la Terre. C'est la première fois que j'ai eu ce sentiment-là. C'est beaucoup de vous entendre dire ça de la part de quelqu'un. Vous disiez que vous aviez une affection particulière pour la mer. Vous avez quand même, ce que j'ai pu comprendre, beaucoup voyagé. Oui. Et vous êtes souvent approché de la mer, hein? Oui. Dans différents contextes géographiques. Et nous avions l'habitude de louer une maison à la mer tous les étés et je me régénérais je faisais provision pour le reste de l'année de créativité, d'apaisement aussi, de sérénité. J'avais l'impression que je pourrais jamais vivre sans fréquenter la mer au moins un mois par année. Puis depuis que je suis face au fleuve, j'ai plus besoin de la mer parce que le fleuve me nourrit, le fleuve change à toute heure, sous toute lumière. Le fleuve est beau à la pluie, dans la brume, à la neige. Le fleuve parle, le fleuve vibre et ça me comble complètement. Et le fleuve, on peut dire, à l'île d'Orléans, et surtout si on se dirige vers sa pointe est, est déjà la mer. Oui, exactement. C'est l'estuaire. Vous venez d'évoquer la brume par certains temps particuliers où on distingue moins les horizons. On a l'impression d'être face à la mer. Exactement. Exactement. Quand on voit quoi la rive sud. Et les odeurs sont extraordinaires. Et la nuit, on entend le fleuve. On entend les bateaux passer. Moi, j'ai le sommeil très léger, donc même la nuit, le fleuve m'habite. À quel moment et qu'est-ce qui vous a amené vraiment à prendre le pinceau ou la spatule puis de vous commettre à faire J'ai commencé à prendre des cours à l'âge de 5 ans. Très jeune. Très jeune.
J'ai travaillé pendant plusieurs années quand j'étais enfant à l'atelier d'un peintre qui s'appelle André Jasmin, qui était professeur à l'École des beaux-arts de Montréal. Et par la suite, quand j'ai eu 13 ans, je crois, j'ai rencontré cette personne absolument, ce prof absolument déterminant pour moi, qui était Marie Anastasie, qui était une religieuse de Sainte-Croix, qui faisait de l'abstraction dans les années 50, qui était connue dans toutes les galeries de Montréal, qui exposait dans les grandes galeries comme Agnès Lefort ou Denise Delrue, et qui était ostracisée par toutes les religieuses du collège Basile-Moreau où j'étudiais, parce qu'elle faisait de l'abstraction. Alors, j'étais très timide, mais j'avais découvert l'atelier de cette personne qui était comme dans un endroit secret du collège. Et je me suis débattue avec la supérieure, j'ai débattu mon point de vue et j'ai obtenu finalement la permission d'être son élève. J'étais sa seule élève. Tu étais sa seule élève? Oui. Et j'ai dû me battre longtemps parce qu'il y avait une religieuse qui donnait des cours d'art auprès de laquelle je suivais les cours, puis on copiait des plâtres grecs au fusain, puis je trouvais ça hyper ennuyant. Et quand j'ai commencé à travailler avec Marie Anastasie, j'ai découvert le bonheur de la créativité. S'exprimer de façon de l'expression très libre. Sans être obligé de ça. Mais avec un très, très bon guide. Et j'ai peint comme ça jusqu'à l'âge de 20 ans. Je voulais aller aux Beaux-Arts, évidemment, quand j'avais 16 ans. Et à l'époque, une jeune fille bien n'allait pas aux Beaux-Arts parce que c'était vraiment un lieu de perdition, considéré comme un lieu de perdition pour les filles. Comme le théâtre l'était aussi. Oui, exactement. Donc, j'ai fait des études universitaires plus sages. Et comme je ne pouvais pas être un peintre du dimanche, ça ne m'intéressait pas. Et comme je suis un peu entière, j'ai quitté la peinture pendant très longtemps. Et j'y suis revenue à un moment donné parce que je crois que j'avais épuisé toutes les autres formes d'expression créative dans le cadre de mon travail que j'ai occupé pendant près d'une trentaine d'années. Et j'ai décidé de revenir à l'expression artistique. J'ai même pris une sabbatique pendant 1 an pour travailler. J'avais un coach qui me guidait et je peignais à temps plein. Et je me suis rendu compte que c'était la vie que je voulais mener. Donc, à un moment donné, j'ai fait le saut, j'ai quitté mon travail. Et voilà. Et ça donne, j'imagine, une production quand même assez abondante, si on regarde vers l'arrière. Oui, j'ai assez abondante. J'ai fait des expositions qui ont assez bien fonctionné. J'ai vendu des toiles, c'est encourageant. Surtout quand on dépasse le cercle des amis et de la famille qui veulent nous encourager. J'ai fait partie de groupes d'artistes à Montréal d'abord, et puis maintenant je suis membre de Bleu, les artistes de l'île d'Orléans. Je trouve ça excessivement stimulant de côtoyer d'autres artistes. De différentes disciplines en plus. Oui, de différentes disciplines. Ce qui nourrit beaucoup. Oui. Et j'essaie aussi toujours, une fois par année ou par 2 ans, de faire des voyages de travail artistique ou de suivre des ateliers, soit à l'extérieur du pays ou soit ici au Québec, de suivre au moins 1 semaine ou 2 d'ateliers pour travailler en compagnie d'autres artistes. C'est excessivement stimulant pour la créativité, puis prendre du recul toujours par rapport à soi-même, se remettre en question, se mettre en danger. Moi, je pense que on n'est jamais véritablement créatif tant qu'on n'accepte pas de se mettre en danger. Je suis conscient que la prochaine question, c'est toujours embêtant pour un artiste de répondre lui-même, mais comment vous qualifieriez cette production-là? Est-ce qu'il y a eu des périodes très différentes les unes des autres, d'après vous? Oui. Il y a eu des périodes où j'ai beaucoup plus frôlé l'abstraction, suivant les sujets, et d'autres périodes où j'étais plus réaliste. Il y a une tendance toujours marquée pour la couleur. J'ai un bonheur à travailler en couleur. Je crois que mes couleurs sont en général assez exubérantes.
je suis toujours à la recherche, quel que soit mon sujet, de la lumière. Et au fond, c'est peut-être la quête d'une vie que d'être à la recherche de sa propre lumière intérieure et de la lumière des autres. J'ai eu une expérience d'écriture, et une expérience d'écriture où l'écriture rejoint le dessin. Et à cause des exigences de l'édition, j'avais fait toute une série d'illustrations pour le récit que j'ai publié en couleur. En couleur. Et mon éditrice m'a dit, on n'a pas l'argent pour éditer en couleur. Donc, moi, j'ai dit au début, si je ne fais pas de travail en couleur, il n'y aura aucune illustration dans le livre. Et puis après, j'ai réfléchi, puis je me suis dit justement que c'était une autre façon de me mettre en danger que de travailler en noir et blanc. Parce que je suis tellement quelqu'un de couleur que c'était comme pratiquer une ascèse. Et j'ai tout repris. D'abord, donc, c'est vraiment des œuvres réalisées ensuite par la suite oui, en noir par et blanc. la suite. Et j'ai changé complètement d'approche et de sujet. Mes premières illustrations étaient beaucoup plus liées au contenu du récit. Et finalement, les illustrations en noir et blanc que j'ai produites étaient des illustrations inspirées par les paysages de l'île. Et c'est ce qui se retrouve dans mon livre. Et pour moi, ça a été une expérience immensément riche de travailler en noir et blanc. C'est intéressant de ce et j'ai abordé finalement les nuances de noir et blanc dans ma tête comme si je travaillais en couleur. Parce qu'on pourrait presque être porté à faire l'association inverse, c'est-à-dire le côté événementiel d'un récit, d'un ouvrage. Le noir et blanc peut nous le raconter, nous le simplifier, le côté linéaire. Puis pour traduire le paysage, la couleur, on peut la considérer comme inévitable. Mais pour moi, c'était me mettre en danger encore plus grand que de m'éloigner du récit et de travailler le paysage en noir et blanc. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé mon expérience. J'avais déjà, j'ai suivi 2 ateliers avec une peintre québécoise qui s'appelle Michel Delisle, qui enseigne à Concordia et qui vit une partie de l'année en Toscane. Et elle donne des ateliers pour les élèves de Concordia en Toscane. Elle en donne un, en ce moment, c'est un atelier crédité pour les élèves d'art de Concordia. Et puis, par la suite, elle prend des gens qui veulent dessiner dans un groupe de 3 semaines en Toscane. Donc, j'avais travaillé le paysage urbain, entre autres, des villes médiévales de Toscane, en noir et blanc, pendant 3 semaines, 2 fois d'affilée avec cet artiste-là. J'avais trouvé ça excessivement difficile. Et c'est pour ça qu'en abordant mes illustrations en noir et blanc, j'étais pleine d'appréhension, puis j'en ai récolté un plaisir immense. Alors, c'est ça qui était intéressant dans le travail artistique, quel qu'il soit, de création artistique. C'est toutes les découvertes qu'on fait, tous les apprentissages qu'on fait en cours de création qui sont très riches et très intéressants. La création, c'est beaucoup l'inspiration, mais à un moment donné, il faut concrétiser l'œuvre. D'un point de vue plus technique, est-ce que vous privilégiez depuis longtemps ou de façon épisodique des médiums particuliers, vos instruments? Vous travaillez plus l'acrylique ou... J'ai beaucoup travaillé l'aquarelle parce que j'avais un maître chinois qui s'appelle un peintre qui vit maintenant à Shanghai, qui s'appelle Ming Ma. Et j'ai suivi, je crois, 2 ans d'atelier avec lui. Et je me suis rendu compte que, bon, l'aquarelle, quand on veut travailler en grand format, j'étais rendue là, et quand on travaille de façon très colorée, ça me coûtait une fortune. C'était impossible. Alors, je me suis tournée tranquillement vers l'acrylique. Et je mélange des médiums, finalement. J'ai travaillé à un moment donné du collage avec l'acrylique, avec des textures très, très importantes. Souvent, je mêle d'autres médiums avec l'acrylique.
j'aime beaucoup explorer. J'ai lu au sujet de vos œuvres que la transparence est aussi importante. Oui. J'imagine oui. qu'il y a Puis peut-être ça vient de l'aquarelle, c'est sûr. Oui, j'allais dire l'eau, l'aquarelle, la mer aussi. La mer, l'eau, toujours. Et ça, des choses... Et même la lumière, tout ça se tient finalement. Une espèce de jeu de limpidité qui s'exprime de toutes sortes de façons. Alors, Mimi, on va délaisser la peinture un moment. On va s'attarder plus à votre récit, qui est quand même une œuvre récente, mais qui a quand même été mûrie pendant 3 années, presque. C'est-à-dire que j'ai travaillé l'écriture pendant 3 ans. 3 ans. Un gros 2 ans et demi, disons. Et ça aussi, ça a été une expérience qui a commencé par, en fait, un coup de foudre pour l'île d'Orléans, d'abord, pour ses habitants. Et puis, une expérience humaine très intéressante. J'ai rencontré, le hasard a bien fait les choses, un né natif de l'île d'Orléans qui venait m'aider à travailler dans mes jardins de vivaces. Et c'est un homme qui était très attaché à l'île, à sa généalogie, à ses racines. Et je l'ai fait parler sur son enfance sur l'île pour agrémenter finalement nos longues séances de jardinage. Et puis, j'ai été vraiment émerveillée de découvrir qu'au début de la Révolution tranquille, au tout début des années 60, sur l'île d'Orléans, les habitants de l'île vivaient pratiquement en autarcie jusqu'à l'arrivée des estivants, finalement, à la Saint-Jean. Puis ces gens-là repartaient à la fête du travail, puis ils se retrouvaient entre eux. Ils vivaient encore au rythme des saisons, ils vivaient dans les traditions, en respectant les traditions ancestrales. Il y avait beaucoup de valeurs d'entraide, des valeurs qu'on a tendance à rechercher, à essayer de retrouver aujourd'hui, des valeurs très humaines finalement, et très simples. Et à un moment donné, ça m'est venu comme une lumière, je me suis dit, il faut qu'on parle de ça. On a un devoir de mémoire par rapport à tout ce qui s'est passé, ce qui s'est vécu sur l'île avant que tout ça ne disparaisse de la mémoire collective. Alors, j'ai dit au capitaine, qui est devenu mon ami, j'ai dit, capitaine, il faut absolument qu'on écrive là-dessus. Et je lui ai dit, en plus, toi, tu es un excellent photographe. On pourrait y insérer de tes photographies sur l'île. Et peut-être que je pourrais mettre quelques illustrations. Et c'est un projet, en le disant, je trouvais que c'était ambitieux et farfelu. Je me suis dit, c'est fou, je ne réaliserai jamais une affaire comme ça, mais je trouvais que c'était beau en théorie. Et ça m'a pris un certain temps, à chaque fois que ça me revenait à l'esprit, je me disais, non, c'est impossible, je ne m'embarquerai pas là-dedans, puis ça va me monopoliser, je vais quitter ma peinture. Et à un moment donné, la femme du capitaine, un jour de novembre 2009, m'a dit, Mimi, jure-moi que tu vas faire le livre. Et je lui ai juré. Et une semaine après, elle était décédée. Et j'ai compris qu'il fallait que je me mette à la tâche. Et en même temps... Un peu pour lui. Ou pour lui. Autant que pour vous. Mais à cause de ma promesse d'une part, mais surtout pour lui donner un projet. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et ça a été un long processus d'écriture parce que j'ai toujours un peu écrit, peut-être comme un peu tout le monde. Mais j'ai jamais pensé que j'écrirais un récit aussi bon. J'ai rédigé bien des rapports dans ma vie aussi. Mais que je m'attaquerais à un récit de cet ordre, j'avais jamais pensé le faire. Et j'ai commencé par écrire d'une façon une narration à la 3e personne, très distanciée dans mes premières versions du récit. Et puis, comme si j'avais peur de m'engager, finalement. Puis, à un moment donné, je me suis mise à la place de cet homme qui revoyait son enfance et je suis passée au jeu.
Et je me suis beaucoup plus engagée émotivement dans la création de ce récit-là. Et pendant 2 ans et demi, je ne sais combien de versions j'ai produites. J'ai quelques amis qui ont lu certaines versions, qui m'ont fait des commentaires vraiment, qui m'ont permis d'aller beaucoup plus loin dans la façon dont j'ai travaillé le récit. J'avais un excellent coach aussi, en la personne de mon amoureux, qui a écrit beaucoup pour la télévision. Et donc, qui était très exigeant quand il lisait. Conscient de l'impact que les mots... Oui, et comme chacun des chapitres du récit est un chapitre clos, un petit récit clos, il m'aidait beaucoup à travailler mes finales, par exemple, et mes amorces. Vous parlez beaucoup de son rôle de capitaine, de ses années de navigation, ou non, c'est plus son côté retour chez lui? En fait, il y aurait un autre récit à faire sur toutes ces années de navigation. Mais moi, ce qui m'intéressait dans ce personnage-là, c'est cette espèce de dualité. Le tiraillement que vivait cet enfant-là, fils d'agriculteur, comme la plupart des enfants de nés natifs, mais cet enfant-là avait ça de particulier dans sa famille agrandie, c'est que lui, c'était pas la terre qui l'intéressait, c'était le fleuve. Il était fasciné par le fleuve, par la navigation, par la vie sur les goélettes qui passaient sans cesse à ce moment-là sur le fleuve. Et lui, son rêve secret, c'était de naviguer, mais tout était contre lui. Et il avait cette marotte qui faisait qu'il se mettait toujours dans des situations délicates à cause de son amour pour la navigation et pour le fleuve. Ce petit enfant faisait toutes sortes d'expérimentations qui le mettaient en lien avec la navigation et avec le fleuve. Ça ressemble beaucoup au parcours moins maritime d'une petite fille qui est la plus vieille de sa famille et qui voudrait se sortir du monde un peu libéral, plus sage, puis aller vers les arts. Oui, exactement. Il y a un beau parallèle à faire. Exactement. Le jardin du capitaine, c'est un petit peu ce que vous voulez de résumer. Là. Oui. C'est toutes les sources de motivation. Mais j'y avais jamais pensé, mais j'avais jamais fait ce lien, mais c'est très juste ce que vous dites. Et pour moi, le terme jardin avait une acception qui était, disons, multiple. D'abord, au début du récit, je parle des souvenirs qui jaillissent dans le désordre, comme les fleurs de son jardin à l'anglaise, donc on emploie jardin au sens littéral, mais il y a aussi son jardin secret qui est ce rêve qui, au fond, lui donne toute sa force et sa créativité dans ses aventures et ses mésaventures. Et puis, il y a aussi le jardin du souvenir, le jardin de toute cette mémoire individuelle et collective. Donc, pour moi, jardin avait plusieurs sens. Est-ce qu'il n'y a pas chez lui, jusqu'à un certain point, comme chez vous, en racontant un peu sa vie, en replongeant dans ça, le fait où vous disiez l'île d'Orléans, l'époque de la Révolution tranquille, jusqu'à la Révolution tranquille, c'était un monde plutôt replié sur lui-même, très autarcique, où les valeurs humaines occupaient beaucoup de place. Alors, il y a cette espèce d'intimité du grand jardin collectif aussi qui existait. Oui. Donc, pour un jeune de l'époque, de vouloir briser un petit peu les liens, parce qu'il y avait sûrement un côté un peu... Rêver d'autre chose, déjà, c'était énorme. Déjà rêver. Le fleuve devenant la mer à la hauteur de l'île d'Orléans, ça invite aussi certains des individus de la communauté orléanaise à vouloir s'évader. Et puis, il y avait des capitaines de goélettes sur l'île, particulièrement à Saint-Jean. Il y en avait quelques-uns à Saint-Laurent aussi, mais il y en avait beaucoup à Saint-Jean. Mais un petit enfant, fils de cultivateurs, de familles nombreuses, ne pouvait pas, même pas rêver, pouvoir faire les études à l'École maritime de Rimouski. C'était presque impensable, irréalisable, irréaliste en tout cas.
Et il a continué à alimenter son rêve. Donc, vous avez trouvé là un beau personnage, mais plus que ça, un beau oui. complice qui oui. vous a aussi, si j'ai bien compris, fond, secondé dans vos propres travaux dans oui. vos jardins. Oui. On crée... moi, j'adore... l'été, disons que je délaisse la peinture, l'écriture et tout. J'aime créer des jardins. Et puis, j'aime accueillir plein de... J'adore cuisiner aussi. Alors, j'aime... L'été, je dis toujours que je tiens aux berges. J'adore... avoir des amis, faire partager la beauté de l'île, du fleuve et de l'environnement, quoi. Alors, avec tout ça, Mimi, puisque le temps avance, vos projets de présent et d'avenir, est-ce que ça va se diriger plus vers l'écriture, plus vers la peinture, ou ça va continuer d'être des mondes à la fois parallèles et qui s'interpénètrent? Je crois que j'ai souvent... créé en fonction de l'écriture, d'une inspiration qui venait de l'écrit et de la musique. J'ai introduit de l'écriture dans certaines séries de tableaux. Je crois que... Bon, je vais commencer par me remettre tranquillement au dessin. Ça va être ma façon d'apprivoiser. Je vais sûrement continuer à écrire, ne serait-ce que pour moi, mais... j'ai le projet de faire converger encore plus, je ne sais pas encore comment, mais encore plus écriture et peinture. Je ne sais pas comment ça va s'exprimer. Je voudrais que ça s'exprime dans des toiles. Ah. Alors, on verra. Vous avez parlé de collage, de transparence. Oui. On peut déjà imaginer plein de choses. On peut imaginer plein de choses. Pas juste les bonnes vignettes qui peuvent... Non. Moi, je voudrais vraiment qu'il y ait une osmose entre l'écriture, la couleur, enfin, on verra. Mais je trouve ça, pour moi, ça a été excessivement stimulant, cette ascèse de l'écriture. C'était vraiment une façon de me mettre en danger, là. C'était énorme pour moi. Et je crois que je ne peux pas en ce moment mesurer toutes les retombées que ça pourra avoir dans les années à venir. Alors, Mimi, continuez de vous garder en danger. Un peu comme un capitaine est toujours un peu en danger sur l'eau. Sur l'eau. On l'a vu récemment avec un incident qui s'est produit pas très loin d'ici, puisque je ne l'ai pas précisé en début d'émission, on est à Sainte-Pétronille, sur les Caps. Oui, à la limite de Sainte-Pétronille et Saint-Laurent. On sait que le fleuve, ici, comme plus en aval et en amont, comporte parfois cette part de danger. Voilà. C'est ce qui fait aussi une partie du charme. Je crois que c'est ce qui nous rend vivants. Voilà. Oui. Gros merci. Merci, Michel. J'ai eu beaucoup de plaisir. Dans votre atelier en particulier. Puis on va avoir vu tout au long de l'émission plusieurs de vos beaux tableaux. Oui. J'invite les téléspectateurs aussi à découvrir votre récit, donc. Oui, qui est en vente, Le Jardin du Capitaine, qui est publié chez Art Global et qui est en vente dans toutes les librairies. Voilà. Merci. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers ma mère, t'es un artiste. T'es un artiste, idéaliste. Petit ou gros impact, chez Automode, votre pare-brise, on s'en occupe. Et le propriétaire est sur place. C'est difficile de ne pas remarquer un motocycliste. Sauf sur la route. Je pensais à ça, là. On pourrait faire disparaître de l'argent dans les paradis fiscaux. Vous voulez qu'on paye moins d'impôts? En plein ça. Puis que notre argent ne revienne jamais au Québec. T'as tout compris. Le gouvernement va s'en rendre compte. Ouais. Donc, on oublie les paradis fiscaux. Je m'en occupe. Excellent.
En s'assurant que chaque entreprise paie sa juste part, Revenu Québec vise à récupérer 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année.